rappeler que, Odile Souganas, tu es donc ex-fonctionnaire international, que tu as travaillé à l'OTAN, à l'UNESCO, à l'ambassade des États-Unis, que tu as écrit bien sûr des articles pour diverses revues comme Les Cahiers Bernard Lazare, Tribune Juive, et je me souviens que tu as contribué avec mon ami Henri Minzeles à ce beau livre « Lituanie juive 1918-1940 » qui était paru aux éditions Autrement en 96 et où nous avions eu l'occasion de nous rencontrer pour faire une émission sur ce thème. Tu fais partie également du Comité français des Jours de la Mémoire qui a été fondé à l'occasion du 50e anniversaire de la liquidation du ghetto de Vilna. Et ce soir, donc, avant de parler de ce beau livre, également Mosaïque ou reconstitution d'une mémoire, encore une fois avec une préface d'Henri Bulavko, il faut peut-être revenir à État d'âme avec une illustration de l'artiste Sibuntas Mikis, c'est bien comme Mikis, c'est comme ça que l'on dit. Alors, il s'agit en fait d'un recueil de poésie. De jeunesse. De jeunesse, il faut bien le préciser, tout feu, tout flamme. Oui, absolument. On s'en rend compte à la lecture. Oui. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'en réalité, il y a un lien qui se fait toujours avec un homme qui est cher à ton cœur, un oncle un oncle célèbre, qui s'appelle David Omrou. Et il faut savoir que ce recueil de poésie, eh bien, lui est dédié. Absolument, je l'ai toujours pensé. Lorsque j'étais jeune, je m'étais toujours dit que si ça devait être publié, ça serait en sa mémoire. Oui. Alors, revenons à ce recueil de poésie. D'abord, il y a une préface, il y a une très belle préface de Malvina Silberman, qui est une plasticienne photographe. Et je crois qu'on peut lui laisser la parole. Elle dit cette chose intéressante. La vie serait cet élan hors de soi, hors limite, cette dynamique ascensionnelle vers la lumière, cette exigence d'intensité est-elle une forme de résistance à la mélancolie de la finitude, une réponse à d'anciennes douleurs, ou bien marque-t-elle l'essence même de la vie, telle la poussée du printemps, qui après une période estivale, austère, condense son énergie pour refleurir. Et elle dit pour finir, le monde végétal est une extension de son être profond. Et elle reprend ta parole, mon cœur est une algue raide, empoisonnée, qui me ronge et me tue. Alors, c'est vrai que ce qui est frappant dans ces poèmes de jeunesse, c'est qu'il y a une exaltation, on peut le dire, une fascination pour l'oncle, et en même temps, on peut dire que c'est tendu d'une certaine tristesse. Oui. Parce que, en fait, la famille est imprégnée des affres de la Shoah, et c'est ce qui te caractérise, toi. Oui, ce sont les reliquats, les traces, tout ce dont je suis imprégnée, à mon insu, même dans l'inconscient, surtout aussi dans l'inconscient. Oui. Alors, on va revenir à ta trajectoire. Mais quand je dis qu'il y a à la fois ombre et lumière, c'est que c'est vrai que il y a eu évidemment tout un lot de souffrances du côté de la famille lituanienne. Oui. Et en même temps, j'ai retravaillé sur ton passé et je vois à quel point, par exemple, ton passage dans la France profonde et en particulier à Mirande, chez ces fermiers extraordinaires, ça c'est ta période lumineuse de ta vie. Oui, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, ça m'a donné le goût de la nature, des animaux, de ce soleil qui petite paysanne. Absolument. Et dans ton cœur, il y a comme ça une trace d'une petite paysanne. Absolument. Alors, explique-nous comment tu as eu l'idée et le désir surtout de faire publier ces poèmes de jeunesse. En fin de compte, ça s'est arrivé d'une manière tout à fait inopinée. J'avais des amis qui étaient là, et puis j'avais fait ce recueil qui était là depuis très longtemps, et elles l'ont lu, et elles m'ont dit, écoute, on n'est pas très branché poésie, mais on va le lire. Et en fin de compte, ça leur a énormément plu, et elles m'ont dit... Ils m'ont dit, il faut absolument que tu publies. Et c'est un jeu de hasard. Il se trouvait que
Simon Malkès venait de publier un livre, il m'a dit, écoute, il faut absolument que je te présente mon éditeur, etc. Simon Malkès, que j'avais reçu aussi, qui est un rescapé, alors lui, du ghetto de Vilna. Du ghetto de Vilna, qui a une histoire très forte aussi. Ah, absolument, c'est une grosse personnalité. Donc, il m'a, au début, j'ai rien dit, je ne dis. Puis alors, à la fin, il m'a dit, écoute, je t'emmène, j'ai rendez-vous, je dois le voir pour moi, tu viens avec moi. Et ça s'est fait comme ça. Alors, bon, à l'époque où tu écrivais ces poèmes, au fond, c'est une création qui venait, je dirais presque toute seule, ou en fait, c'est quelque chose qui t'habitait déjà depuis longtemps. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était une manière pour toi, au fond, d'assumer une certaine tentative de sérénité autant qu'on peut le faire? C'était tentative de sérénité. Non, mais c'était quelque chose qui sortait de moi, qui jaillissait. Quelquefois, c'était gai, lumineux, avec les portraits, avec les descriptions de peintres. Et puis, quelquefois, c'était vraiment très, très, très noir, très, très dur, très. Et ça, c'est des choses que je n'ai pas travaillées, qui sont sorties de moi, jaillissantes. C'est ça. Et je les mettais de côté, etc. Les premiers que j'ai commencé à écrire, j'avais 13 ans. Quand je parle du sapin et dans le jardin à Rouen, puisque je suis de Rouen, ça venait comme ça. Alors je les mettais de côté. Et puis quand j'ai su taper à la machine, je les ai pris. Et puis petit à petit, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui m'émerveillait, au contraire, qui me rendait très triste, très 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 négative, ça sortait, j'écrivais, je les mettais de côté, puis plus tard je les ai, voilà. Et ça t'apaisait en même temps, bien sûr. Absolument, parce que c'était une trace, comme quelque chose, un caillou que je mettais sur mon chemin. Ta rencontre avec Sibuntas Michkis. Michkis, j'arriverai pas à le dire. Comment elle s'est faite? Eh bien, j'ai rencontré Sibuntas Michkis grâce qui est né en 1923, donc à Kaunas. À Kaunas, oui. Il a effectué ses études au collège des Jésuites. Oui, à Kaunas. Et où il a acquis, le reste, ses bases artistiques. Oui, oui, absolument. Sous l'autorité, alors peut-être que Mademoiselle Yosadé le connaît, c'est en fait sous l'autorité d'Alfonsas Yanoulis. Yanoulis, c'est comme ça qu'on dit. Oui, oui. C'est un nom qui vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Je ne sais pas, ça doit être un artiste. Oui. Alors on revient à Michkis. Eh bien, j'ai rencontré Michkis grâce à une amie lituanienne, Inkuriene, et elle me l'a présenté. Ils avaient été à l'école ensemble. C'était une juive lituanienne qui vivait aussi à Kovno, une femme d'un très fort tempérament, avec beaucoup de caractère. Et c'est elle qui me l'a présenté. Et après, on s'est vu très très régulièrement. Il habitait pas loin d'ici, dans le 5e. Oui. Et moi, ça m'intéressait ce qu'il faisait. Et souvent, il vient à la maison. Alors évidemment, il accompagne ton recueil de poésie à travers des dessins inédits, originaux. Oui. Et alors, il y a sa photo, la page 6 du recueil. Il était grand. Oui, mais alors, il est déjà assez âgé. Et je vois... moi qui aime bien regarder, scruter les photos, je vois un visage juvénile, un visage d'adolescent. Il a une fraîcheur. Ah oui, je suis tout à fait de cet avis. Tu es d'accord? Ah, si j'avais pu mettre plusieurs photos de lui, je les aurais mises. Oui. En plus, il avait un très joli sourire. Alors, et des yeux d'un bleu magnifique, pervenche, et des longues mains. Et on voyait que ses mains, c'était son instrument de travail. Alors on va faire un relais avec aussi l'histoire que met en scène Mademoiselle Yosadé, n'est-ce pas? Je dis ça par pudeur parce que j'ai du mal à prononcer. Vous l'avez très bien fait jusqu'à présent. Voilà. Donc ce lien, on va le faire à travers la peinture, puisque en réalité, il faut savoir que vous êtes actuellement en train de faire, on peut dire, le montage de votre film sur les traces de votre père, qui est lui-même le fils du célèbre Yosadé. Et donc, en fait, votre père est un peintre. Et je vous propose d'une manière spontanée, alors c'est pas préparé du tout, je vous donne l'ouvrage d'Odile et vous allez nous lire un poème qui s'appelle Peinture à la page 34. Comme ça, on fait ce lien avec la peinture. Voilà. Mais c'est complètement improvisé. Alors, il faut bien le réussir. Peinture.
Il est certains matins qui semblent éternels, sortis d'un noir hiver et radieux de clarté. Il est certains matins lumineux de fraîcheur, de tendresse et d'espoir. De gouttes de soleil en gouttes de soleil, la joie inonde sa gerbe de passants. Le printemps augural agonisant l'hiver, triomphant des ténèbres, touche à touche se dessine. Touche de rosée, mouchetée du gris, de brume, touche livide du passé, se mourant. Il est certains matins qui semblent éternels, sortis d'un noir hiver et radieux de clarté. Bravo. Bravo, c'est... Ah oui, vraiment, Alors, bravo. j'ai bien fait de... Ah oui, de vraiment. C'était un défi. Alors, vous avez une histoire qui est quand même très très intéressante parce que vous êtes la petite fille de Yosadé, son prénom déjà. Yokubas. Yokubas, bon, c'est évidemment Jacob. aussi un Jacob, oui. Jacob, un prénom à la mode lituanienne. Tout à fait. On le voit donc dans le bel ouvrage d'Odile Souganas, donc Mosaïque ou reconstitution d'une mémoire. On le voit chez lui, Oui. du reste. C'est un écrivain élégant qui est décédé en 1995. Oui. Et vous avez eu l'idée de vous porter sur les traces de votre père, donc le fils de Yacoub. Oui. Et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc vous en êtes en fait au montage. Oui, tout à fait. L'histoire de votre père, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur son itinéraire, puisque en fait il va quitter donc la Lituanie il y a combien de... Il y a 15 ans. Il y a 15 ans pour faire son alia en Israël. Oui. Il vit actuellement donc en Israël. Oui. Hein. Et en fait, au début, c'était pas pour faire son alia, c'était pour partir en vacances. Il était à une période de sa vie compliquée. Et sa sœur habitait là-bas depuis les années 70 et elle est partie très jeune, à l'âge de 25 ans, au moment où on laissait sortir de l'URSS les Juifs, les gens d'origine juive, pour aller habiter en Israël. Lui, il n'est pas parti à cette époque-là. Il a vécu toute sa vie en Lituanie, dans une famille de son père qui était écrivain, sa mère était médecin. Ils sont tous les deux rescapés de la Shoah. Mais il n'a jamais vraiment connu le judaïsme, c'est-à-dire la religion juive. Il ne reniait pas du tout ses racines juives, c'est-à-dire dans sa famille, c'était pas du tout quelque chose qui était refusé, mais il n'y avait pas le côté religieux. Et il est parti là-bas comme ça pour les vacances, pour se ressourcer. Et c'est petit à petit que s'est fait on pourrait dire son retour d'un certain côté vers la religion, la pratique de ses ancêtres. Il est devenu juif religieux. Voilà, et il était toute sa vie peintre à des moments différents. Il s'est beaucoup cherché dans différents métiers. Il se sentait toujours étranger. Il me raconte ça maintenant aussi dans nos conversations. Mon film s'appelle Dialogue avec Joseph. Donc, on a des discussions sur ça, mais aussi c'est aussi un dialogue entre nous qui n'est pas seulement verbal, mais aussi à travers son œuvre, sa peinture et son regard sur l'art qui a beaucoup évolué dans un certain sens quand il a connu Dieu. Et il sentait toujours que l'acte de créer n'était pas un acte qui était un acte de vraie création artistique. Il a toujours utilisé ses yeux pour observer le monde, et maintenant il utilise ses yeux et la peinture pour observer la création de Dieu, c'est-à-dire pour mieux la comprendre, mieux comprendre ce que Dieu a créé. Au moins c'est du moins ce qu'il m'explique, et je trouve ça très intéressant que l'artiste... Quel lien il avait avec Yacoub, donc son propre père, qui, d'après ce que je comprends, était donc plutôt un écrivain qui n'était pas préoccupé sur le plan religieux. On peut parler d'un juif assimilé d'une certaine manière. Oui. Quel était le lien entre le père et le fils? Est-ce que c'était un lien fort? Est-ce que en quelque sorte, le fils voulait se démarquer par rapport au père et s'engager sur une voie? Parce que, disons les choses, c'est d'une manière générale, c'est toujours très difficile d'être le fils de quelqu'un qui est reconnu, aimé, etc. Donc, c'est le cas de votre père. Oui, c'était une relation, à vrai dire, très conflictuelle. Voilà, je m'en doute. Oui, bien sûr, très conflictuelle, parce que mon grand-père était une personnalité assez affirmée. Bien sûr, il a été très traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Il a perdu toute sa famille. Et il était écrivain déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il avait déjà cette passion. Et il écrivait en yiddish, alors qu'après
après la guerre, il a commencé à écrire en lituanien. Ça veut dire que la guerre l'a vraiment sous la pression politique. Hein. Oui, c'était un vrai traumatisme. Oui. Et il a continué à écrire, mais lui, il voulait être reconnu. Il voulait être un vrai artiste, et c'était difficile quand même, parce qu'à l'époque, pour les Juifs en URSS, c'était assez compliqué. Il fallait vraiment essayer de laisser à côté. C'est pour ça qu'il n'a plus écrit en yiddish son identité juive. Et mon père, oui, je pense qu'il a... son père voulait beaucoup pour lui. Et lui, c'est pour ça que lui, il ne voulait pas devenir quelqu'un de connu, faire de grandes études. Il était un artiste déjà à la base, mais il est allé vers les arts visuels et pas la littérature, justement, à cause, on pourrait dire, de son père, je pense. Alors, il y a quand même un paradoxe, c'est que, bon, c'est vrai qu'on le sait, dans notre tradition, la tradition juive, elle est, d'une certaine manière, opposée à la représentation. Oui. Et pourtant, en réalité, c'est là où il va trouver son bonheur, c'est là où il va essayer de rencontrer Dieu, d'une certaine façon. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu antinomique, et en même temps, on peut comprendre que, d'une certaine façon, quelquefois pour dire les choses et pour se rapprocher le plus près de la transcendance, il faut passer par une autre voie que la parole. Et c'est vrai, mais j'aurais dû vous amener des reproductions des tableaux de mon père, parce qu'ils ne sont pas du tout figuratifs ou représentatifs. Il peint essentiellement la terre et le ciel d'une façon très abstraite, que nous, on dirait abstraite avec toute l'histoire de l'art qu'on connaît, mais qui pour lui est la plus proche de la vision de l'œil, débarrassée de toute la culture, du savoir, et où il essaye vraiment de regarder d'une façon très directe la création de Dieu, et sans toutes les choses culturelles qui viendraient. Il parle très souvent de l'unité qu'il voit parfois il n'y a presque pas de différence entre la terre et le ciel. C'est assez étonnant, ces tableaux, alors qu'on sent le monde d'en haut et le monde d'en bas qui se rejoignent. Exactement. L'infini qui sont prêts, qui vient toucher le fini. Oui, c'est très beau ce que vous dites. J'essaie dans mon film de montrer ça. Je trouve que c'est très bien dit en tous les cas. Ça donne envie de le voir. Oui, on a hâte de voir. Alors, je reviens à Odile. Odile, c'est une histoire aussi extraordinaire. C'est que, bon, il faut le dire, je crois que c'est peut-être au moment où ton père te quitte que tu vas te mettre sur les traces de la famille. Pratiquement. Pratiquement, oui, à quelques années près. Et donc ça donne un ouvrage que je trouve, moi, qui m'a toujours beaucoup touché. On s'était vu à ce moment-là, au moment de sa sortie. Je crois que c'était en quelle année, rappelle-moi, en 2000, non? Oui, 2000. 2000, voilà, c'est ça. Et alors, il y a une préface d'Henri Bulavko, qui est une préface superbe, parce que, en fait, on voit que ce livre, il l'a approfondi, il l'a lu avec intérêt. On voit que c'est un livre qui l'a touché. Ah oui. Et je voudrais lui donner la parole à Henri. Voilà ce qu'il dit, c'est la page 8. En fait, ce n'est pas l'enfer nazi que cherchait Odile Souganas, mais le reflet de visage disparu, resté vivant dans son souvenir. En prenant la route d'une mémoire reconstituée, elle allait découvrir un monde lointain, renaissant par bribes à travers des visages préservés. La grand-mère en est le symbole. Elle joue un rôle dans cette reconstitution d'un passé qui fascine et qui paraît toujours plus lointain, voire inaccessible. Un nom, Vilno, que d'aucuns appellent Vilnius, surgit de la mémoire. Vilno, capitale historique d'une Lituanie où le judaïsme fut singulièrement créateur. Elle eut ses maîtres de la pensée, etc. Donc il revient point par point sur les traces de ta quête. Et c'est effectivement une découverte presque à chaque page, d'abord de tous les membres de la famille, et puis un voyage qui se fait aussi dans l'espace, parce qu'on part à Berlin, on part évidemment en Lituanie, en Israël, et on en arrive à cette rencontre avec Yacoub Yosadé. Et voilà ce que tu dis, toi. Alors je reprends ta parole. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Yacoub Yosadé, écrivain qui lui aussi, m'a-t-on dit, a certainement connu Umrou. Il vit au rez-de-chaussée d'une maison qui a dû être belle. Dans son appartement, tout est d'époque 1930. Les étagères débordent de livres, de tableaux, de bustes. Le bureau est encombré de dossiers. La lampe de bureau, le lustre, tout ici ferait les délices d'un antiquaire. En effet, me dit-il, il a très bien connu Umrou et me demande pour quel journal je travaille. Je suis sa nièce. Son expression devient plus grave et son intérêt plus vif. Dans un yiddish clair et lent, il commence à me dire... La dernière fois que je l'ai vu, c'était en juin 1941,
à une première. Je ne manquais jamais sa première. Il était directeur du théâtre juif de Vilno. Alors, cet oncle-là, David Unruh, il va avoir un destin tragique. Oui, oui. Tu peux rappeler ? Oui, il va avoir un destin tragique parce que lorsque la Lituanie est envahie, le 22 juin 1941, il est arrêté très vite par les Ypatingas, qui étaient les collabos lituaniens de l'époque, envoyé à la Lukiškių, qui est toujours en activité, la prison. Prison terrible. Prison terrible. Dans le centre de Vilnius. Dans le centre de Vilnius. Elle est en train d'être déplacée. Elle est en train d'être déplacée. Oui. Et après, on ne sait pas. Mon oncle Benjamin, le frère d'Unruh, m'a dit qu'il avait certainement terminé à Ponard. On n'en sait rien, il n'y a aucune trace. Mais il a été exécuté, assassiné en juillet 1941. Et alors, c'était un homme vraiment empli de talents multiples. Oui, il peignait aussi. Un grand littérateur, bien sûr, on lui doit des œuvres majeures en yiddish. Et puis, un homme de théâtre. On le voit donc à la page 69, à l'âge de 20 ans. En plus, il a une belle gueule, quoi. Ah oui, il a une belle gueule. J'étais amoureuse de lui. Une gueule de cinéma. J'étais amoureuse de lui. Non, mais c'est vrai. Absolument. Bien sûr. Beaucoup de caractère, beaucoup de caractère. Ouais. Donc, il fut le rédacteur du journal Vilner MS. Et évidemment, on l'a dit, le directeur du théâtre municipal juif. Et donc, il va terminer sa vie en 1941. Alors, on revient donc à Yacoub Yossadé, qui effectivement l'a bien connu. Vous-même, Elżbieta, ça y est, j'arrive à le dire. Oui. Elżbieta, voilà, c'est bien ça. Formidable. Elżbieta, quel souvenir vous avez du grand-père ? Moi, j'ai un souvenir très flou parce que il est mort quand moi j'avais 4 ans. Oui. 4-5 ans. Donc j'étais très petite. C'était un grand-père qui était toujours à sa table en bois massif, énorme table que tu as vue, très 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 lourde, entourée de papier et toujours en train d'écrire et avec la main sur la tête comme ça, dans un geste comme le penseur un peu de Rodin, en train de réfléchir. Ou une attitude de talmudiste. Aussi, effectivement. C'est vrai. Moi, j'ai un talmudiste se prend exactement. Oui, tout à fait. Il faut effectivement faire en sorte que les neurones puissent sécréter de bonnes choses. Exact. Voilà. Et à la fin de sa vie, je pense, maintenant je le sais, mais ça se ressentait aussi, il était quand même très tourmenté parce qu'il se disait que tout ce qu'il avait fait, ça n'avait servi à rien, qu'il n'y avait que quelques livres dans une étagère qui parleraient de lui et qui n'avaient pas d'importance. Bon, c'était... Alors, il y a quelque chose... Bon, ça c'est... Pardonnez-moi, mais c'est un peu le clinicien qui va parler maintenant. Oui. C'est le fait qu'en réalité, quand on est un créateur et que, au fond, la vie nous conduit vers la finitude... Oui. En réalité, malheureusement, on est rattrapé par une sorte de dépression. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et puis, en fait, on a encore cette envie de vivre, cette force de vivre. Mais malheureusement, la vie est ainsi faite que les forces nous abandonnent progressivement. Oui. Et il n'y a pas de créateur, comme il n'y a pas de rabbi, et c'est pas moi qui le dis. C'est Elie Wiesel dans Célébration, par exemple, Célébration hassidique, où il met en scène donc des ramanim qui, à la fin de leur vie, sont malheureusement rattrapés par une sorte de dépression parce qu'en fait, la vie leur échappe et qu'il y a tellement de choses à faire encore dans ce monde. Est-ce que c'est pas quelque chose qui s'est passé pour lui, ça, d'une certaine façon ? C'est une hypothèse, attention. Hein. Ce que je dis n'est pas une parole de vérité. Mais en réalité, d'après ce que vous dites, il y a quelque chose d'une sorte de tristesse de voir qu'au fond, il aurait peut-être voulu un destin autre. Oui, tout à fait. Et je pense que, moi, comme je l'ai connu vraiment à la fin de sa vie, j'aurais du mal à dire si cette atmosphère, cet état d'esprit qu'il avait à l'époque, s'il l'avait pendant plus longtemps dans sa vie, si c'était quelque chose qui était caractéristique de lui. Mais je pense que oui, bien sûr, l'âge à avoir avec ça. Et c'est vrai qu'en URSS, il a eu beaucoup de mal à créer. Une vie difficile. Une vie difficile. Au niveau matériel, c'est une chose, mais au niveau de la création,
c'est-à-dire de la liberté d'expression qui était quand même assez réduite en URSS à cause de la censure, à cause de beaucoup de choses. Donc il a eu quand même beaucoup de mal. Non, puis il lui arrive quand même une chose terrible, c'est que bon, il écrit en Mamelushon, hein, donc en yiddish, qui est la langue du cœur, la langue charnelle. Et en réalité, en fait, bon, il passe à un autre registre. C'est comme si, dans sa tête, il y avait une sorte de trahison malgré lui. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible à vivre, c'est un conflit épouvantable. Mais oui. Enfin, je le subodore comme ça. Oui, bien sûr. Et puis, c'est vraiment, ça a vraiment à voir avec ce traumatisme, la guerre. Et puis, après la guerre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de d'amis oui. de cette culture. Et il fait cet acte terrible, c'est de donner sa machine à écrire avec les caractères yiddish, la remplacer en caractères lituaniens. Il perd vraiment son identité et il a essayé de construire sur des ruines d'une identité perdue, en fait, sa création, son œuvre. Donc c'est vraiment je pense que oui, c'était vraiment très difficile pour lui. Alors du temps a passé, le film, d'abord je serais vraiment impatient de le voir, ce film, après tout ce que vous nous avez dit. Avec plaisir. Mais comment votre père vous a-t-il parlé à vous, la petite fille de son propre père ? Il m'a parlé, lui, il pense que ses parents, évidemment, il les voit à travers ce traumatisme, en fait, de l'Holocauste. Vraiment, c'est à travers ça qu'il les analyse, disons, dans leur force, dans leur faiblesse, dans leur manie, presque. Parce que sa mère, la mère de mon père, elle était endocrinologue. C'est une grande endocrinologue. Elle a soigné les présidents lituaniens jusqu'à sa mort. Elle était dans le travail tout le temps. Elle n'arrêtait jamais de travailler. C'est-à-dire, ils avaient besoin tous les deux de quelque chose pour ne pas penser à autre chose. Se raccrocher au travail, se raccrocher à la création. Et il a toujours eu une relation assez en fait, il y avait peu d'expression de tendresse entre lui et ses parents, parce que c'était très difficile pour eux. Il me raconte ça à travers, il analyse toujours ça à travers le traumatisme de l'Holocauste qui a été très grand. Et aussi, maintenant qu'il est religieux, il le voit aussi à travers le fait que ses parents, du coup, et même ses grands-parents, n'ont pas continué de croire en Dieu, tout simplement, n'ont pas été fidèles à ça, et que pour eux, ça a été aussi quelque chose qui s'est arraché de leur identité. Comme lui, maintenant, il est religieux, il voit ça aussi à travers ce regard de religion et de foi en Dieu, qui est une force et qu'ils ont perdu d'une certaine manière. Ouais. Alors Odile, il y a un passage, alors je voudrais le retrouver dans l'ouvrage de Mosaïque, mais c'est un passage extrêmement émouvant, donc je crois que c'est à la fin de ton périple, tu vas retrouver la tombe de la grand-mère. Ah oui. Et là, il y a un moment de silence, tu t'agenouilles, et je retrouve pas, mais tu as l'air de dire, voilà, ça y est, la boucle est bouclée, quoi. Oui. C'est toujours présent, très fort dans ta mémoire. Oui, c'est toujours présent. À chaque fois que je vais à Vienna, je vais au cimetière, c'est la première chose que je fais. Et je la fais restaurer. Et là, la dernière fois où j'y suis allée, je l'ai faite vraiment très très bien restaurée. Elle est superbe. Et je ne l'ai pas connue, mais je vais me promener aussi en bas de l'immeuble où elle a habité, en pleine ville. En pleine ville. Tu vois, Yakstogadve. C'est le centre. Et avant, c'était Komanoru du temps des soviétiques. Et c'est pas loin de la Villa. Et gère un petit peu comme une âme en peine. Oui. Mais pour être allé plusieurs fois donc en Lituanie, en particulier évidemment à Vilnius et à Kaunas, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que quand on est dans les ruelles par exemple de Vilnius, et là il y a une photo, page 67, on voit avec une arche, voilà. Mais on a l'impression, on s'attend à ce qu'il y ait des silhouettes juives qui sortent des maisons. C'est vrai, ça t'a fait ça aussi. Oui, c'est-à-dire les caftans, les yiddish de l'époque. On se dit, mais où ils sont ? Parce qu'on s'attend à ce qu'ils sortent des maisons. Ça t'a fait ça aussi ? Ça m'a fait ça aussi. Et même, j'ai poussé la réflexion beaucoup plus loin. Je me suis dit que vraiment, en Lituanie, ils avaient beaucoup perdu.
en mais perdant bien leur juif. sûr, mais bien Ça manque de vie. Je suis désolée, et je ne sais pas si tu es de cet avis. Oui, ça manque de vie, ça manière, manque d'atmosphère. Mais il y a certainement un effort qui est fait aujourd'hui en Lituanie pour essayer de sauvegarder un petit peu, autant que faire se peut, la mémoire juive, non? Oui, il y a des initiatives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je peux dire des choses positives et des choses négatives, c'est-à-dire les choses négatives qui sont latentes, que j'ai vécues moi, étant adolescente, enfant, même adulte, en Lituanie, à Vilnius. Je vous coupe. On a du mal à croire qu'elle a quitté la Lituanie il y a 3 ans. C'est incroyable. Je ne suis pas surdouée. Non, mais il y avait aussi la culture, je dirais, française au départ. C'est pas possible autrement. Oui, c'est ma mère qui est docteur en langue française qui a voulu que nous apprenions le français, moi et ma sœur. Et j'ai lu en français toute mon enfance. Si on parlait lituanien comme ça. D'ailleurs, la mère de Elżbieta écrit de très jolis poèmes. Il faudra qu'elle vienne dans cette émission aussi. Oui, alors donc, on fait le point autour de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, il y a quand même un antisémitisme, je dirais, latent, dans des expressions plus ou moins agressives, c'est-à-dire ça peut être, comme je disais, des blagues comme ça dites pendant la récré sur les juifs, les petites juives, toi t'es un petit juif, même ça c'est déjà péjoratif. Et puis il y a surtout, on parlait de ça avec Odile, une amnésie, c'est-à-dire il n'y a pas un vrai extrémisme, c'est-à-dire un vrai antisémitisme ouvert. C'est plutôt une amnésie par rapport à ce qui s'est passé. Les jeunes d'aujourd'hui savent très peu que le ghetto de Vilnius, c'est la vieille ville, qui est maintenant la vieille ville de Vilnius, que c'est cet endroit où il y a eu des juifs, qu'il y avait beaucoup de juifs qui habitaient en Lituanie, qu'ils ont tous été tués. Il faut savoir que la Lituanie était une terre juive, de même que la Pologne. L'énorme partie des juifs a été tuée en Lituanie et non pas emmenés dans les camps comme en France ou dans les autres pays plutôt de l'Ouest. Et à côté de ça, depuis pas très longtemps, parce que la Lituanie est indépendante que depuis 25 ans, il y a quand même des belles initiatives, notamment la communauté juive de Vilnius prend des initiatives, que ça soit des sites internet où on peut trouver des photos qui montrent que l'existence des juifs et la belle vie et culture qu'il y a eu avant-guerre, dans la Deuxième Guerre en Lituanie, et même qu'ils habitaient avec les Lituaniens. C'est ça qui est très important, c'est que c'était des amis, des voisins, c'était pas toujours... se sont retournés contre eux. Voilà, très rapidement. Mais il y a eu une période où ils cohabitaient d'une façon assez belle, en fait, assez Alors, pour terminer un petit peu sur la lumière, comme je le disais tout à l'heure, la dernière partie donc de l'ouvrage, si on revient à Mosaïque, on revient à Mirande. Oui. À Mirande avec la famille Lacave. Alors, je crois que tu as voulu en même temps leur rendre hommage à travers la médaille des Justes. Mais en fait, c'est grâce à Henri Boulavko, parce que quand je lui ai envoyé le manuscrit, je ne connaissais pas du tout Henri, je le connaissais de nom naturellement, je lui ai envoyé le manuscrit et il m'a téléphoné dans les 48 heures et il m'a dit, écoutez, il n'y a rien à redire et tout est bien, etc., mais il me faut une seconde partie. Or, cette seconde partie, je l'avais au bout des lèvres. Et il m'a dit, quand vous aurez écrit la seconde partie, j'écrirai la préface. Mais il avait raison. Il avait raison parce qu'en réalité, ça aurait été dommage de terminer sans qu'il y ait une suite. Et là, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu retournes à la ferme, à Mirande, et là, ce sont les ayants droit, c'est-à-dire les enfants du couple Lacave, et on les voit, Marie-Claude, fille de Paulette, Léon, c'est des paysans, quoi. Des paysans, et tu es là, au centre, et tout le monde a un beau sourire. Je crois que ça t'as jamais oublié, ça. Ah non, c'est jamais oublié. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec la fille aînée des Lacave, Henriette Lacave, Loumagne, et je vais encore téléphoner la semaine dernière, et elle me répond « Ah, justement, j'attendais votre appel », avec ce bel accent du Gers. Je suis toujours en contact avec elle. Et donc, le 30 janvier 97, cérémonie à la mairie pour la remise de la médaille et du diplôme, donc aux ayants droit. Léon et Paulette Lacave. Mais ça fait du bien même si on sait qu'il y a aujourd'hui près de 4000 juifs
4000, pardon, 4000 justes parmi les nations reconnues en France. À chaque fois qu'on apprend une histoire comme ça nous fait du bien. Absolument. Surtout aujourd'hui, ça nous fait du bien. Courent. Absolument. Oui, absolument. Et donc, il faut jamais oublier, inlassablement rappeler le bien qui a été fait. Oui, en Lituanie. Oui. Il y a des gens qui ont aidé les Juifs aussi, très peu, comme partout. Mais il y en a. Il y en a. Et l'ouvrage se termine. Alors, une nouvelle fois, je lus, donc Marie Lacave, 1899, donc c'était une femme du siècle passé, 1972. Gaston Lacave, son mari, 1891-1968. Et voilà comment tu achèves l'ouvrage, La corbeille de roses en soie, que j'ai déposée fit une jolie tache rouge sur la blancheur de leur tombe. Henriette offrit une partie de ses fleurs, et Léon, par habitude sans doute, fit semblant d'enlever quelques mauvaises herbes qui n'existaient pas. La boucle était bouclée. Paris, février 99. Je voudrais vraiment recommander cet ouvrage, de même que, effectivement, État d'âme, publié, on l'a dit, à la Société des écrivains. Et puis, bien sûr, cet ouvrage qui a été publié par la bibliothèque MEDEM, traduit du yiddish, À la croisée des chemins et autres nouvelles. Donc ça, c'est l'œuvre de David Debrou. Une partie des nouvelles de David Debrou. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, à la bibliothèque MEDEM, est-ce qu'il y a effectivement un enseignement ou une animation qui se fait autour de l'œuvre de David Debrou? Est-ce que tu y veilles? Je pense qu'on n'a pas... j'y veille, mais... Parce que pour la survie d'un auteur, je crois qu'il faut absolument retravailler sur l'œuvre. Absolument. Et elle mérite, surtout quand il y a un corpus en yiddish au départ et un travail à faire de traduction. Absolument, surtout c'est des nouvelles qui traitent des années 30 et il y a très peu de choses sur les années 30 en Lituanie. Ouais. Très peu de choses. Oui. Quant à Elżbieta Jósadé, réalisatrice, il faut nous faire une promesse, c'est quand le film va être effectué. Terminé. À ce moment-là, on sera là pour en parler. Les prévisions, c'est pour quand? C'est pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Et alors, sans indiscrétion, vous aviez déjà au départ une commande ou Pas du tout. Ou tout est à faire après? C'est-à-dire c'est-à-dire qu'une fois que le film est fait, il faut aller gratter, frapper dans les différentes chaînes, tout etc. Tout est à faire. Bon, on vous souhaite évidemment bonne chance. Merci Odile Souganas, merci